Bonsoir à tous et bienvenue ici. Nous sommes en direct ici à l'Archipel, en direct pour un nouvel atelier du Digital Society Forum. Alors nous allons parler ce soir de Conso-du-Co, la consommation collaborative, les changements et les solutions dans notre vie au quotidien. Ce soir, les règles du jeu sont très simples. Nous sommes en direct ici, comme vous le voyez derrière moi, il y a plein de tables. Chez vous aussi, vous serez invités à réfléchir. On vous proposera de dialoguer avec nos grands témoins, de dialoguer avec des experts. On vous proposera également de skyper en direct ensemble. Je salue également nos amis réunis à Bordeaux, à la Ruche de Bordeaux. Vous aussi, vous allez travailler sur le chat, sur le site. Vous pourrez vous aussi jouer le jeu. Vous entendrez des consignes en direct ici et vous pourrez retrouver et réfléchir et proposer vos pistes de changement et vos pistes de solutions. Alors ce soir, c'est donc un grand direct qui va durer un petit peu plus de 2 heures. Vous êtes bien, nous sommes bien, et nous sommes toujours en direct de l'Archipel. J'attends juste un dernier signal. On fonctionne vraiment à nu ici. Nous sommes vraiment in situ dans l'Archipel, dans cet atelier. Et avant de laisser la parole que je laisse tout de suite à Thierry Tabois. Thierry qui va introduire cet atelier donc ici en direct. On se retrouve tout à l'heure. Merci Edouard. Bonsoir à tous. Ravi de vous voir ou de vous revoir pour certains pour cet atelier du Digital Society Forum. Alors, ça fait 20 mois qu'on a lancé ce projet et je m'aperçois jour après jour, que ce soit sur le compte Twitter, que ce soit sur les ateliers en région, que ce soit ici à Paris, que de plus en plus de personnes très différentes sont intéressées pour discuter ensemble des problématiques de qu'est-ce que le numérique change dans notre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Comme vous savez, un Digital Society Forum, on n'est pas dans la prospective, on est vraiment sur le maintenant. Qu'est-ce que dans les différents domaines, qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, comment fonctionne le Digital Society Forum? Pour ceux qui seraient un peu des novices de cette histoire, on monte des dossiers, on travaille avec une pluralité d'acteurs, académiques, praticiens, des acteurs du domaine, etc., pour faire un dossier qui soit le plus sérieux possible et argumenté, qui peut être d'ailleurs en désaccord, hein, on n'est pas là pour faire de la synthèse, on est là juste pour essayer de montrer ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, sur les différents domaines. Et ensuite, on considère qu'il est aussi important que chacun, avec ses expériences personnelles, la singularité de ses expériences personnelles, puisse s'exprimer pour compléter en fait, la vision que l'on peut avoir, de manière à ce qu'on partage vraiment ce monde qui est en pleine mutation et on est tous concernés. Alors, ici, vous voyez, on est dans un lieu un peu différent d'habitude. On était au Nouma, historiquement, mais on considère quand même que chaque lieu porte une culture, une histoire, une mémoire vivante. Et ici, c'est un lieu vraiment particulier. Donc d'abord, je voulais remercier Sophie Allary. Alors je ne sais pas si elle est là, d'ailleurs, Sophie, aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vue. Mais c'est Sophie Allary de l'association Aurore qui nous accueille ici. Je voulais la remercier. Et puis je voulais vous faire un tout petit topo sur ce lieu, quand même, qui est un lieu assez magique. En fait, c'est un ancien couvent du 19e siècle qui, à partir de 1945, est devenu, et c'est quand même étonnant, le lieu de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Alors, parler de consommation et d'économie collaborative dans le lieu qui était le siège de l'INPI, je trouve que quelque part, il y a quelque chose de remarquable. Hein. Les racines et des ailes, dirait un célèbre journaliste. Mais depuis 2012, on est passé à autre chose. Et ce lieu a été mis à disposition de l'association Aurore et c'est devenu un centre d'hébergement d'urgence. Alors vous ne le voyez pas ici parce que vous êtes dans la nef, mais quand vous faites le 115, en fait, ici on reçoit des femmes enceintes ou isolées avec enfants. Aujourd'hui, il y a plus de 160 personnes de 37 nationalités qui sont ici en situation d'urgence. Là aussi, je pense que symboliquement, c'était important de faire ce travail autour de la question du partage et de l'économie collaborative ici. Mais Archipel, c'est aussi autre chose maintenant. C'est l'ouverture au quartier. C'est pas juste l'hébergement d'urgence. C'est des ateliers de couture, c'est du coworking, salon de thé. Et puis depuis peu, Saint-Plon, je crois, est présent ici. Je vois là-bas. Saint-Plon s'est installé pour faire l'école du code ici. Donc on est vraiment dans un lieu où tout un tas de personnes différentes échangent, travaillent, essayent d'envisager un faire ensemble différent. Et donc je suis très très heureux vraiment que Aurore nous ait accueillis ici ce soir. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet puisque Valérie le fera en introduction,
Mais aujourd'hui, il est question donc d'économie collaborative. Moi, je viens de la campagne. Hein. Mon père a fait du scope avec un de ses copains pour faire un tracteur. Donc l'économie collaborative, c'est pas forcément quelque chose de tout à fait nouveau, on va dire. Mais c'est vrai que le numérique a fait que ça a explosé, et puis les questions sociétales qui se posaient ont aussi amené à vraiment faire évoluer cette question. Et pour tout vous dire, moi qui était au tout début des réflexions sur Internet et qui était un des preachers de Internet, faisant Internet a changé nos vies, etc., je suis un peu revenu à des choses plus vigilantes aujourd'hui. Et sur l'économie collaborative, des questions aujourd'hui se posent vraiment. Donc, pour qu'on ait le maximum de vision possible et que vous puissiez vous travailler et nous dire ce que vous en pensez, puisque l'objectif c'est bien de vous faire travailler, je suis désolé, moi après je vais me taire, hein, je vais juste passer table en table. L'idée c'était d'avoir une personnalité qui a vraiment travaillé beaucoup sur ce sujet depuis très longtemps, qui vous expose les grands axes, vous allez l'écouter et vous prendre appui, et ça sera le début du débat et des discussions. Donc je suis très content d'avoir Valérie Peugeot avec moi. Valérie Peugeot avec qui j'ai monté VECAM, la Veille européenne citoyenne sur les autos d'information du multimédia, qui était à Transversal Sciences Culture avec moi, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, et puis qui aujourd'hui travaille dans la prospective à Orange, mais aussi, c'est ça, vice-président du Conseil national du numérique. Voilà. Et puis, deux témoins qui sont des acteurs forts de cette question de l'économie collaborative ou de la logique collaborative. Donc Antonin, ici présent, Antonin Léonard, cofondateur de WeShare, qui sera témoin aujourd'hui et qui interviendra 2 fois dans la session. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WeShare, enfin j'imagine que tout le monde connaît WeShare, communauté, accélérateur d'idées pour une société collaborative avec des logiques d'animation, de production, d'incubation et accélération de projets, de formation, enfin bon, c'est énorme. Ils appellent ça des connecteurs. Ils ont une 80 à peu près connecteurs qui sont permanents, et puis derrière c'est une communauté de plusieurs milliers de membres dans plus de 20 pays du monde, dont l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique du Nord. J'ai aussi la chance de recevoir aujourd'hui Sarah. Donc Sarah Roy, qui est directrice de la communication d'Airbnb. Alors c'est pareil, je pense que tout le monde connaît un peu Airbnb. Je ne vais pas expliquer ce que fait Airbnb. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui Airbnb, c'est 190 pays et plus de 30 000 villes, je crois, qui sont traitées en échange d'appartements, etc. Et donc vous aurez l'occasion d'échanger avec elle, à la fois en milieu de session et en fin de session. Donc, je vais laisser la parole à Valérie. Je vais juste expliquer rapidement comment ça marche, mais Valérie Tiaco, tout à l'heure, redonnera vraiment les éléments. L'idée, c'est, vous allez essayer de voir 5 éléments clés de questionnement aujourd'hui qui se posent sur le sujet, pour ensuite réfléchir à 5 éléments de propositions formelles qui vont pouvoir être réutilisés et que l'on remettra en visibilité sur le site. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui ne reste pas juste aujourd'hui. Hein. On a un site web et tout sera mis en ligne. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon travail. On va faire table en table. Et puis, je laisse la parole à Valérie. Merci encore et bonne soirée. Merci Thierry. Bonsoir. Alors, pour démarrer, l'idée, c'est que je vous donne quelques repérages. Ça marche pas, ce micro-là. Oui, c'est bon. L'idée, c'est que je vous donne un petit peu de grain à moudre de repérage sur la consommation collaborative pour qu'ensuite vous puissiez travailler dans les ateliers. Donc déjà, pour commencer, tout simplement, peut-être définir la consommation collaborative, parce qu'en fait, il y a pas mal de termes qui circulent, consommation collaborative, économie du partage. Tous ces termes font partie de la même famille, mais ne désignent pas exactement les mêmes choses. Et c'est bien de commencer par une définition toute simple. Donc la consommation collaborative, c'est un sous-ensemble de l'économie collaborative. C'est certainement la partie la plus visible, la plus médiatisée, celle qui attire le plus d'usage aujourd'hui et probablement qui pèse le plus économiquement. Et c'est celle dont nous allons parler ce soir. À côté, dans l'économie collaborative, vous avez aussi des pratiques autour de la production, autour des monnaies, mais on va laisser ces sujets-là de côté pour ne pas se disperser ce soir. Donc, conso collaborative, si on veut la décrire simplement, c'est une transaction entre deux individus et cette transaction est intermédiée par une plateforme numérique.
Donc, effectivement, la différence avec la consommation classique, c'est que vous avez des individus, des particuliers, qui sont aussi bien du côté de la demande que de l'offre. Et deuxième particularité, cette intermédiation numérique. J'insiste sur ce point, vous entendrez aussi certains, notamment je pense à WeShare, on considère que dans la consommation collaborative, on peut embarquer des pratiques non numériques, par exemple les AMAP, qui sont des circuits courts de l'habitat partagé. C'est un choix, mais je préfère me concentrer sur les pratiques dans lesquelles intervient une plateforme numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numérique... Là, j'ai un petit Larsen, ça va? Le numérique, en fait, joue un rôle déterminant dans le décollage de la consommation collaborative, et ce rôle intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le numérique a permis de sortir des pratiques historiques, hein, effectivement, qui existaient. On faisait de l'autostop avant de faire du Blablacar, par exemple. Donc ces pratiques pré-numériques, elles étaient enfermées dans des logiques de proximité. On ne pouvait pratiquer qu'entre voisins ou entre personnes qui se connaissaient au préalable, la famille, des amis, voilà. Avec le numérique, on a pu commencer à construire de la consommation collaborative avec des inconnus et sous des formes qui peuvent être déterritorialisées. Quand vous utilisez 30 maisons, par exemple, pour échanger votre maison avec des inconnus en Indonésie, voilà, vous rencontrez, non seulement vous rencontrez des inconnus, mais vous échangez avec des inconnus, mais ça se passe aussi à l'autre bout de la Terre. Donc, le numérique a ce rôle-là essentiel, et en même temps, il participe, grâce à tout un outillage dont on pourra éventuellement discuter plus tard, mais il participe à construire de la confiance à la place des facteurs de confiance historiques. C'est-à-dire, historiquement, on se faisait confiance dans la famille, entre amis, entre voisins, ou dans la consommation classique, on fait confiance aux marques. Dans la consommation collaborative, on est avec des inconnus, et c'est la plateforme numérique qui a la charge de construire les moyens de cette confiance. Alors, ce qui est important, c'est aussi de voir, c'est que la consommation, les mots consommation collaborative, ils sont apparus dans le paysage, dans le paysage médiatique de façon relativement récente. On peut dire que le tournant, c'est la publication de quelques ouvrages aux États-Unis, notamment le livre de Rachel Botsman et le livre de Lisa Gansky, et en France le livre d'Anne-Sophie Novelle, hein, 3 ouvrages qui ont un peu marqué le paysage, qui sont parus en 2010 et 2012. Donc c'est à ce moment-là que le terme a vraiment pris une forte visibilité. Donc vous voyez que c'est un phénomène quand même relativement récent, même si certaines plateformes ont préexisté à cette solidification du terme. Et certaines plateformes d'ailleurs qui parlent d'elles-mêmes en disant qu'ils étaient les Monsieur Jourdain de la consommation collaborative, puisqu'ils la pratiquaient bien avant que le terme ne soit popularisé. Donc la question, c'est pourquoi, au-delà de ce critère numérique, hein, le numérique c'est un vecteur, c'est un outil, c'est un facteur, mais ce n'est pas la cause. Donc pourquoi est-ce que la consommation collaborative se diffuse massivement depuis environ 5 ans, hein, pour schématiser? Là-dessus, on a différents récits. Le premier récit, qui vient plutôt du monde économique, c'est de dire les acteurs historiques dans un certain nombre de secteurs ont cessé d'innover, ils se sont un peu endormis sur leurs pratiques, et on a des startups du numérique qui viennent les chambouler, qui viennent les bousculer, et qui vont inventer des nouveaux systèmes qui vont être plus efficaces ou qui vont combler des manques. Par exemple, si on reprend l'exemple du covoiturage, le covoiturage va jouer un rôle très important là où la SNCF ne dessert pas ou dessert très mal un certain nombre de destinations. Donc ça, c'est voilà, c'est la lecture, l'innovation par le numérique que vous entendrez souvent. Deuxième lecture, ou deuxième récit, on va dire, qui est le récit crise. La consommation collaborative a explosé parce que, voilà, le grand tournant de la crise 2008-2009, pour incidence temporelle, les gens sont obligés de trouver d'autres manières pour consommer, ils ne peuvent plus consommer comme ils le faisaient historiquement en période de crise. Si on suit cette lecture-là, ça voudrait dire que la consommation collaborative serait vouée à disparaître progressivement au fur et à mesure que la crise s'estomperait. Donc c'est une lecture qui finalement, on l'a beaucoup entendue en 2010-2012, mais on l'entend beaucoup moins. Et le troisième récit, qui est probablement le plus riche, le plus intéressant et qu'on entend beaucoup, c'est celui que j'appellerais le récit de la transition. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans
on n'est plus en crise, on est dans une transformation économique profonde. Les consommateurs, les individus doivent s'habituer à évoluer dans un contexte de croissance très faible, de croissance atone, de chômage endémique, de sociétés de plus en plus inégalitaires. Donc ils doivent se mettre à consommer autrement. Et je dirais que la figure à ce moment-là du consommateur se transforme. Le consommateur devient à la fois plus malin, il trouve des stratégies pour faire plus avec moins. Il reprend un peu le pouvoir parce qu'il y a une perte de confiance dans les acteurs traditionnels de l'économie, dans le secteur bancaire, dans le secteur de la grande distribution, etc. Donc il veut reprendre une forme de pouvoir grâce à la consommation collaborative. Il devient aussi un peu plus responsable parce qu'il a pris conscience que les modes de consommation historiques ne sont plus compatibles avec nos enjeux environnementaux. Donc il utilise la consommation collaborative comme pour consommer de façon plus responsable, diminuer son impact énergétique, etc. Et il deviendrait, le consommateur serait aussi, dans ce récit de la transition, un consommateur à la recherche de plus de sociabilité, peut-être un peu nostalgique de sociabilité historique, celle de avant avant les 30 glorieuses, avant la période de la grande consommation, et il serait dans un refus de l'atomisation de la société liée à la période de la grande consommation. Voilà un peu les récits qui circulent régulièrement de façon très schématique. Donc, qu'est-ce qu'on observe quand on va à la rencontre des utilisateurs? C'est ce que nous faisons dans notre projet de recherche, mais nous ne sommes pas les seuls à Orange Labs, on travaille aussi avec WeShare sur différents projets de recherche. Quand on regarde de près ce que nous disent les utilisateurs, première chose, confirmation du facteur économique. Et ça, tout le monde s'accorde, les études quantitatives, qualitatives. Le déclencheur de l'entrée en consommation collaborative dans ces nouvelles pratiques, le facteur économique est là, c'est indéniable. Ce qui est plus intéressant quand on regarde de près, c'est que ce facteur économique, en fait, c'est pas un facteur économique, ce sont différents facteurs économiques qui vont quasiment de logique de survie jusqu'à je génère des revenus confortables. Et au milieu, vous avez tout un éventail de pratiques. Des gens pour qui c'est, on va dire, une espèce d'argent de poche en plus, d'autres individus qui racontent que c'est la condition pour garder un bien. Par exemple, j'utilise cet argent généré pour payer l'assurance et les réparations de ma voiture, sinon je ne pourrais plus me payer ma voiture. Donc voilà, vous voyez tout un éventail de pratiques économiques très très différentes. Ce qui est plus intéressant, c'est que derrière ce facteur économique indéniable, on voit effectivement d'autres motivations apparaître. Mais elles sont plus fines, plus subtiles, peut-être moins ambitieuses que ce que nous racontent les grands récits que j'évoquais tout à l'heure. Du côté des enjeux environnementaux, quand on interroge les gens, ils ne nous disent pas « oui, je suis un consommateur responsable, oui, je veux être un consommateur vert, etc. » Ils nous disent des choses beaucoup plus simples, ils nous racontent qu'ils ne veulent pas gâcher. Voilà, on retrouve des discours un peu des grands-mères et des grands-pères, si je puis dire. C'est bête de jeter, c'est bête de gâcher, autant que ça serve à quelqu'un, voilà, dans une logique toute simple, toute sobre, voilà. C'est vraiment le discours récurrent des utilisateurs. Quand on s'intéresse aux sociabilités, qui est un terme très lourd, très chargé, on est aussi assez loin des belles histoires qu'un certain nombre d'acteurs de la consommation collaborative nous racontent. Oui, il arrive que, grâce à un covoiturage, on rencontre l'homme ou la femme de sa vie. Il y a toujours quelques belles histoires comme ça, mais elles sont très anecdotiques. Et sans même parler d'histoires aussi caricaturales, on se fait très rarement des amis grâce à la consommation collaborative. Par contre, il se passe des choses très intéressantes, c'est qu'on retrouve des formes de transactions avec un supplément d'âme, avec ce petit quelque chose d'humain qui fait une qualité qu'on avait très certainement perdue quand on va pousser son caddie dans un supermarché. Et ce petit supplément d'âme, alors ok, c'est pas aussi ambitieux et glorieux que de recréer du lien social, etc., mais c'est quand même quelque chose de très important. Une autre chose qui est très intéressante quand on regarde à la fois les plateformes et les utilisateurs, et là on commence à avoir un petit recul historique, si je puis dire, à la courte histoire de la consommation collaborative, c'est de regarder ce qui se passe dans le temps, et on s'aperçoit qu'il y a des trajectoires. Il y a des trajectoires aussi bien du côté des plateformes d'intermédiation que du côté des utilisateurs.
Du côté des plateformes, ces fameuses startups de la consommation collaborative, on les voit évoluer dans le temps. Au début, elles démarrent un peu comme toutes les startups du numérique. Elles sont portées par des jeunes ingénieurs, ou des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, enthousiastes. Et voilà, elles se confrontent aux mêmes problèmes que toutes les startups, trouver le bon business model, lever du capital risque, etc., etc. Et puis, ensuite, elles se confrontent à une problématique, je dirais, qui est encore un peu plus complexe que les autres startups. C'est qu'elles doivent acquérir une base d'utilisateurs, mais il ne s'agit pas seulement de trouver des clients, il s'agit de trouver aussi des offreurs et de trouver aussi des objets à mettre dans les magasins. Si vous organisez une plateforme vous mettez en place une plateforme, par exemple, de location de voitures de particulier à particulier, si la première voiture disponible, elle est à 10 km de chez vous, vous n'irez pas la chercher. Donc il faut achalander le magasin. Et ça, c'est une complexité spécifique aux acteurs de la consommation collaborative qui fait qu'ils sont particulièrement attentifs à leurs relations clients. Ils investissent énormément dans leurs relations clients et dans une relation triangulaire, puisqu'ils doivent interagir avec les offreurs, les demandeurs, et aussi organiser la relation entre les offreurs et les demandeurs. Ça, c'est vraiment le cœur de leur métier et leur spécificité. Ce qu'on observe, et j'en reviens à mon histoire de trajectoire, ce qu'on observe, c'est que plus ces startups qui progressivement ne sont plus des startups, qui sont tout simplement des entreprises du numérique, au fur et à mesure qu'elles grossissent, plus leur marché se massifie, plus elles vont encadrer ces transactions entre les utilisateurs, offreurs et demandeurs. C'est-à-dire qu'elles vont les aider à fixer le prix, à mettre en valeur le bien qu'elles vendent, qu'elles louent, qu'elles proposent. Elles vont les aider à construire les outils de la confiance, à se mettre en visibilité, etc. etc. Et peu à peu, et ça on le voit aussi, j'en reparlerai dans un instant, du côté des utilisateurs, peu à peu on s'aperçoit que bien la place de l'utilisateur dans la transaction qui était très horizontale, finalement perd un peu de son esprit d'origine au fur et à mesure qu'on gagne en qualité de service, mais on encadre aussi beaucoup d'utilisateurs. Quand on regarde ce qui se passe du côté des trajectoires des utilisateurs, on voit aussi deux mouvements. Évidemment, un premier phénomène très classique, ce qu'on appelle les early adopters, les premiers utilisateurs des plateformes, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont là au bout de 3 ou 5 ans d'existence de la plateforme et le moment où le service s'est massifié. Quand on regarde les études qui existent quantitatives, elles nous disent que ce sont plutôt des femmes, plutôt des urbains, plutôt des gens qui ont des bonnes pratiques du numérique, plutôt des gens qui vivent en famille, des gens qui ont des pratiques associatives, etc. Mais en fait, plus on avance dans ces études et plus on s'aperçoit que les profils se diversifient et on est incapable d'avoir un profil type du consommateur collaboratif. D'abord, il change d'une plateforme à l'autre, il y a vraiment des spécificités de plateforme à plateforme, mais surtout, il évolue dans le temps. On est face à une cible mouvante au fur et à mesure que la consommation collaborative se diffuse dans la société. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la trajectoire des individus en consommation collaborative. Quand on regarde les individus, quand ils démarrent sur une plateforme et quand ils en sont à leur 40e ou 50e transaction sur la plateforme, ils n'ont plus les mêmes comportements. Du côté des demandeurs, progressivement, on s'aperçoit qu'ils utilisent de plus en plus tous ces mécanismes proposés par les plateformes et de plus en plus, finalement, ils reviennent à une position de consommateur assez classique. Ils passent de la position de père à une position de consommateur. Et quand on regarde du côté des offreurs, on s'aperçoit qu'eux aussi ont une trajectoire où ils se rapprochent de plus en plus d'une posture de semi-professionnel, ce qu'on peut appeler un pro-am, un professionnel amateur dans le monde du numérique. Donc il y a vraiment des trajectoires, des glissements des deux côtés. Alors ça ne veut pas dire que tout l'esprit de la consommation collaborative disparaît, ce n'est pas mon propos, mais c'est intéressant de voir ce mouvement dynamique dans le temps, et ça sera intéressant dans les années à venir de continuer à le surveiller pour voir, voilà, au bout de 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui reste de cet esprit pair à pair qui était vraiment la caractéristique première de la consommation collaborative. Un dernier élément d'information, et après je vais arriver au bout de mon temps. La consommation collaborative prise comme un ensemble, elle a vécu pendant quelques années une phase à la fois super enthousiasmante, comme toujours quand on démarre, c'est très enthousiasmant.
pour tout le monde, à la fois du côté des plateformes, du côté de ceux qui les utilisent, et du côté de ceux qui les observent aussi, j'en fais partie. Et aussi une partie, je dirais une période d'évangélisation, puisqu'il faut arriver à faire franchir le pas à des individus qui ne sont pas forcément habitués à ouvrir la porte de leur maison pour accueillir des inconnus ou à louer leur voiture à des inconnus, etc. Donc il y a une mutation culturelle qui est liée à cette première période. Aujourd'hui, on est rentré dans une période un peu plus complexe, qui est aussi la période un peu des controverses. C'est-à-dire qu'on a vu, et vous l'avez certainement vu dans les médias, on a vu monter un certain nombre de controverses autour de la consommation collaborative. J'en cite quelques-unes très rapidement. Une première très classique qui consiste à dire finalement, par rapport à la promesse initiale qui était que la consommation collaborative permettait de partager l'usage des biens, d'être moins sur des logiques de propriété, de possession, mais plus sur des logiques d'accès, et donc avec un impact environnemental positif. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer les consommations? Et c'est vrai que quand on regarde certaines plateformes, pas toutes, mais certaines plateformes, je pense pour ne pas la citer, je pense à Vide-Dressing ou au Bon Coin, on a l'impression qu'il y a une partie des utilisateurs qui finalement achètent à tout va parce qu'ils savent que de toute façon, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ils pourront revendre sur la plateforme. Et au lieu d'aller vers une consommation un peu plus raisonnée, frugale, finalement, on est plutôt sur des logiques de surconsommation. Ça, c'est une première critique controverse qui apparaît. La deuxième, elle est sur le champ de la concurrence. Certains acteurs traditionnels considèrent que ces nouveaux entrants leur font une concurrence déloyale parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Donc, typiquement Uber, vous en avez entendu parler dans les médias, les taxis parisiens entre autres se sont soulevés contre Uberpop, pardon, je précise parce que c'est une partie du service. Uberpop, c'est donc un service on peut dire équivalent taxi, mais qui est fait par des particuliers et non pas par des professionnels. Voilà, concurrence déloyale, les gens qui font du Uberpop n'ont pas eu à acheter leur licence de taxi, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, aux charges sociales, etc. etc. Troisième, et donc critique liée aussi à cette concurrence déloyale, quelque part, c'est une forme de destruction du travail salarié, puisqu'on substitue à du travail salarié du travail informel, du travail plus ou moins au noir, plus ou moins déclaré, etc. Troisième controverse, c'est celle sur les territoires. Elle est un petit peu plus subtile. Un certain nombre de collectivités territoriales se sont émues, et on pourra en parler avec Airbnb, se sont émues du fait que des individus, s'apercevant qu'ils pouvaient louer leur logement en centre-ville à des touristes, du coup se délocalisaient et que les prix de l'immobilier montaient, et que du coup l'impact c'est que les centres-villes devenaient encore plus on va dire ghetto de riches, boboisants, etc. et qu'on repousse encore les gens qui ont des faibles revenus sur l'extérieur des villes. Donc il y a des villes comme Amsterdam par exemple, avec qui je sais que vous avez construit un peu des négociations sur ces questions-là pour anticiper sur ces effets négatifs. Bref, pour finir sur les controverses, on pourra en soulever d'autres, mais globalement, il y a un discours qui revient, qui dit finalement, c'est du capitalisme informationnel, du capitalisme numérique comme le reste. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la consommation collaborative et ce qu'on appelle maintenant les GAFA, les Google, Amazon, Apple et compagnie, Facebook voilà, donc ça c'est la critique un peu sous-jacente qui revient de façon récurrente. Je vois que mon temps est écoulé et je finis là-dessus. Et nous, ce qu'on a senti finalement dans nos entretiens, que ce soit avec les plateformes ou les utilisateurs, c'est que du côté des plateformes, il n'y a pas de prétention, mais je parle sous votre contrôle, à faire la révolution du code. C'est pour ça que je m'érige beaucoup contre ce terme de révolution qu'on emploie à toutes les sauces. Personne n'a la prétention de révolutionner ou de transformer le capitalisme. C'est quelque chose qu'on n'entend nulle part, ni chez les utilisateurs, ni chez les plateformes. Tout au plus, ce qu'on entend, c'est l'envie d'avoir une forme de capitalisme peut-être un peu plus doux, pour un capitalisme un peu sympa. Voilà, et je m'arrête là. Et j'espère que vous pourrez, sur la base de ces quelques éléments, commencer à discuter. Merci Valérie, merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. On vient d'entendre une introduction très claire sur cette rupture qu'on vit au quotidien à travers la consommation collaborative. Ce qu'on va vous proposer directement, c'est de ce qui vous attend à travers cet atelier, parce que vous êtes venus en fait pour travailler, vous ne le saviez pas.
Et on va présenter ça avec Valérie, ma comparse, qui doit être au fond de la salle. Voilà. Je suis au fond de la salle. Alors, en quelques mots, rapidement, il ne s'agit pas d'une conversation polie, ni d'un débat pour opposer des idées. On est ici pour explorer, se questionner, individuellement et collectivement. On est ici pour dialoguer et surtout pour aboutir à des convictions communes. Vous allez le voir, on a assez peu de temps pour arriver à ça, c'est un vrai défi. Alors, ces questionnements, ils sont portés par vous tous présents dans la salle, mais aussi, et ça c'est une des expérimentations qu'on est en train de faire, par des internautes qui sont présents un peu partout, on ne sait pas où d'ailleurs, et par une table connectée qui est à La Ruche, à Bordeaux. Voilà. Donc, assez souvent, on donnera la parole à Éloi, qui est l'ambassadeur des internautes, et qui nous restituera ce qui se dit derrière son écran. Voilà, alors je vais donner rapidement le cadre. Il va s'agir d'identifier des changements. Par changement, on entend impact de la consommation collaborative dans notre rapport à soi, aux autres ou à la société, aujourd'hui et dans notre quotidien. Donc il faut se fonder sur ses propres expériences et on n'est pas dans la prospective, on est bien aujourd'hui, donc vos expériences au quotidien. L'identification des changements, peut-être Anne-France, tu peux préciser ? Alors, on va, oui. Alors, en fait, on a un vrai défi. On a à peu près 1h30 pour produire ce dont vous a parlé Thierry tout à l'heure, ce qu'on a appelé un recueil collaboratif, donc le 5-5, qui est un recueil qui doit être éclairant pour le plus grand nombre, puisqu'il va être diffusé à travers le site, donc à destination du grand public. Et comme vous l'a dit Thierry également, en fait, on va passer par 2 grandes étapes. Une étape où vous allez identifier les changements qui vous semblent majeurs par rapport à la consommation collaborative. Et ensuite, vous allez identifier 2 à 3 propositions pour mieux appréhender ces changements. Et de façon plus pratique, on a en fait 2 grands temps, et vous allez changer de table entre ces temps-là. Donc 35 minutes pour identifier les changements. Donc il faut bien vous regrouper par table de 5, parce qu'en fait, vous allez travailler par table de 5. 4 ou 5. Où chaque table va identifier le changement qui lui semble le plus important. On va rapidement restituer et identifier collectivement quels ont été les changements proposés par l'ensemble des tables. Et ensuite, on aura bien sûr le retour de la table connectée à travers Éloi. Ensuite, Sarah et Antonin, nos 2 grands témoins, nous feront un premier retour, rebondiront sur ce qu'ils auront entendu. Vous allez changer de table et dans le deuxième temps, 40 minutes, c'est pour, à partir d'un changement sur lequel chaque table souhaitera approfondir, vous identifierez 2 à 3 propositions. Nous ferons une synthèse collective, à nouveau les internautes qui nous feront leur retour, et enfin Sarah et Antonin qui nous feront un dernier retour là-dessus. Et on se retrouvera autour d'un verre pour ceux qui auront encore envie de rester un petit peu. Bon, alors on respire, hein, c'est pas si compliqué que ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une posologie, mais en fait, on va simplement faire confiance au groupe. Il y a des mini-groupes, j'ai vu 3 ou 4 personnes, on va rester comme tel, hein, c'est pas la peine d'essayer de refaire 5, mais déjà à 3, on peut faire de l'intelligence collective, comme tu le dis souvent Anne-France. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on est tous sachants. Ce soir, c'est vrai que Valérie, avec brio, a décrit le cadre, mais à partir du moment où on vit des expériences, je pense qu'on peut les faire partager aux autres, et c'est tout aussi important de nourrir la réflexion sur cette base-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? A priori, oui. Donc, on peut passer au premier exercice d'identification des changements. Un petit détail aussi, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui va passer parmi vous et qui dessine sur son iPad, qui va dessiner des aquarelles. Donc, ne vous étonnez pas, laissez-vous sketcher. Voilà, elle est ici, elle va passer un peu partout et on aura des très belles aquarelles de la soirée. Alors c'est parti, c'est go ? On y va. Eh bien, c'est go. Alors, juste quelques consignes avant que vous y alliez. Et vous avez 35 minutes, voilà. Ne l'oubliez pas. Donc, là, concernant les changements, s'il vous plaît, avant de démarrer tous ensemble. Donc, la première étape, attendez, avant de partir, je vois qu'ils sont tous partis immédiatement. S'il vous plaît. Voilà. Donc, pendant les 15 premières minutes, vous allez brainstormer. Il y a des tables qui n'écoutent pas et ils ne vont pas pouvoir bosser. Voilà. Alors, vous allez brainstormer pendant les 15 premières minutes. Vous avez un changement à formuler. Donc, le critère pour vous aligner tous ensemble par table sur le changement, c'est est-ce que ça concerne le plus grand nombre ?
D'accord? Vous avez une formulation assez précise à respecter. N'oubliez pas que c'est destiné au grand public. Donc, la consommation collaborative, un verbe, et essayez de respecter maximum 20 mots. Vous avez des feuilles sur vos tables pour pouvoir les formuler. Ça vous va? Nous revoilà ici en direct, toujours donc à l'Archipel. Donc vous avez bien entendu les consignes, vous à Bordeaux, là, à la Ruche, vous avez bien entendu les consignes données par Anne-France. Vous, chez vous aussi, vous êtes invités à réfléchir. Je vous rappelle la consigne. Un changement à formuler et vous l'écrivez la conso du co plus une action, un verbe, plus 3 petits points de suspension. Vous la voyez pas, mais dans les coulisses, il y a Laura qui va vous envoyer des petits messages sur le chat également pour vous rappeler les consignes régulièrement. À Bordeaux, je salue Amélie, Nicolas et Léonore qui se chargeront de rappeler les consignes. Travaillez maintenant. Allons-y, allons-y. Moi, je vais vous proposer de faire la connaissance de Charlie. Charlie qui est ici à ma gauche. Charlie, bonsoir. Bonsoir Éloi. Charlie, tu vas être la voix du présentiel vers les internets. C'est bien ça? La voie du présentiel vers le distanciel. C'est joli. Et donc, moi, je serai la voix du distanciel pour le présentiel. D'accord, finalement on va pouvoir se parler. Finalement, on va se parler. Très bien. Essaye de regarder la caméra pour saluer nos amis. Donc, Bonsoir. tu peux me parler en regardant ta caméra et moi je te parle en regardant Très la bien. caméra ici. Nous allons tout de suite, pour alimenter tout au long de votre réflexion, de votre travail, nous allons vous proposer des petites séquences que nous avons enregistrées sur Skype récemment avec des membres de la communauté du DSF que nous avons contactés. Tout à l'heure, nous irons également en direct à Bordeaux. Allô Bordeaux, vous nous entendez. Et nous avons là un passage de Anne Montloubou Sekinger, qui vient de lancer, qui est l'initiatrice d'un super projet à Bordeaux, un projet de supermarché collaboratif. Elle nous en parle, ça dure une petite minute et on se retrouve juste après avec Thierry Tabois pour parler de plein de choses, dont un scoop, le Festival des Conversations. Je vous ai rien dit de plus, à tout de suite. Maintenant, il faut agréger une communauté, un collectif autour du projet. On le bâtira tous ensemble. Donc la priorité maintenant, ça va être de s'organiser. Et pour ce faire, donc moi je propose que l'on travaille en petits groupes de travail qui vont chacun prendre une partie de l'énorme tâche qui est devant nous avant d'arriver à monter la structure du supermarché. On a à peu près 1 an de travail, un an et demi de travail pour monter les différents aspects. Donc il y a la communication qui est importante, on le voit, hein, ça commence par là. Il y a la recherche d'un lieu donc, et son aménagement, les fondements juridiques de la future coopérative de consommateurs, bien sûr les approvisionnements qui vont être ultra sensibles, ultra importants pour ce magasin. Il faut qu'on puisse vraiment trouver des fournisseurs qui nous livrent des produits de bonne qualité, mais dont on soit sûr aussi de sécuriser les approvisionnements, qu'on soit pas en rupture de stock. Voilà, j'en passe. Aujourd'hui, j'ai identifié une dizaine de thèmes sur lesquels les gens vont pouvoir investir du temps pour commencer à bâtir le projet et qu'on puisse, d'ici 1 an et demi maximum, printemps 2016, vraiment pouvoir ouvrir le rideau du magasin. Ça y est, pouvoir venir y faire ses courses quand on veut. Voilà. Okay. De retour ici donc à l'Archipel avec Thierry Tabois. Vous avez vu au début de cet atelier. Thierry, bonsoir. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Nous avons sur le chat, nous avons des remontées. Nous avons par exemple Jules qui dit merci pour ce live. Ça c'est du collaboratif. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Jules. Je ne sais pas si Jules tu es à la Ruche à Bordeaux ou si tu es chez toi, mais en tout cas bienvenue et travaille bien. Là nous venons d'entendre Anne qui lance un supermarché collaboratif à Bordeaux. On parle de la Louve à Paris. Bordeaux a lancé également un supermarché collaboratif. Donc Anne qui nous parlait justement de l'intérêt du collaboratif et de la rupture que ça apporte dans son quotidien évidemment et dans le quotidien de tout le monde. Un petit mot globalement sur le Digital Society Forum. Comment on pourrait caractériser en quelques mots le Digital Society Forum? Alors super rapidement, hein, je l'ai dit un peu tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, on s'est dit tiens, ça commence à bouger un petit peu là. Tout ce qui était les preachers du devenir web, ça va être extraordinaire, etc. Les gens se sont rendus compte quand même que dans leur vie, c'était pas toujours tout à fait ça. Les parents galèrent avec leurs gosses, le travail, on voit que le monde du salariat, il est quand même en difficulté. Hein. Si tu regardes les derniers chiffres de Bloomberg,
l'économie salariale, c'est cool. Ça touche pas que les cols bleus, hein, ça touche aussi les cols blancs. Si tu prends les nouvelles formes de sociabilité, la conversation, on en parlera peut-être tout à l'heure, elle devient écrite et ça amène plein de nouveaux problèmes, plein de nouvelles problématiques. Donc il était temps de reprendre un peu le pied et d'éviter en fait que ceux qui parlent de l'arbre en parlent moins et que nous on parle plutôt de la forêt. C'est-à-dire en gros s'entourer de gens qui travaillent, qui savent argumenter, que ce soit sur leur expérience personnelle, que ce soit parce qu'ils ont fait des travaux académiques ou qu'ils suivent des patients ou parce que tout bêtement ils sont dans le jeu et que toutes ces personnes-là, sur la base de quelque chose qui est argumenté, parce que moi je tiens beaucoup à ça, nous parlent de ce qui change aujourd'hui ici et maintenant. Donc c'est vraiment ce qu'on fait avec à la fois, on va dire, des mandarins, mais dans des experts, des grands témoins, des mandarins, voilà, et à la fois tout le monde, parce que on est tous participatifs et on pense tous à nos gamins en fait là-dedans. Aux générations futures. Exactement. À la trace qu'on va laisser. On est dans un lieu mystique, j'allais dire un peu. On est dans un lieu mythique aussi, un lieu assez hors du commun. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour cet atelier ce soir? Alors, ça faisait un petit moment que ça me taraudait en fait. On faisait toujours les lieux dans les endroits qui sont numériques. Ouais. Et en fait, le numérique il s'immisce partout, tu vois. L'idée c'est que finalement, le lieu il incarne une histoire, une mémoire, tu vois. Là, on disait tout à l'heure, c'était de l'INPI. Avant, c'était quand même quelque chose. C'est une cathédrale, c'est une nef ici. Ouais. Quand tu regardes, t'as les signes de la République, alors que c'est une nef, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. L'INPI, c'est quand même le droit d'auteur. Et aujourd'hui, on parle de la consommation collaborative, de l'échange, du partage de l'information, etc. Donc ces lieux, ils incarnent à la fois une histoire et ils sont représentants de quelque chose qui évolue. Alors quand j'ai su qu'Aurore avait pris ça et qu'aujourd'hui on faisait tout autre chose, je me suis dit, pour cet atelier-là, ça allait vraiment le coup de le faire. Et quelque part, c'est aussi mettre un peu de culture là-dedans. Tu vois, on travaille beaucoup avec des gens qui sont des sociologues, des psychologues, des philosophes, des cliniciens, etc., des acteurs. On n'a pas beaucoup aujourd'hui d'artistes ou de gens qui incarnent la culture. Les lieux, en fait, ils incarnent la culture, la mémoire vivante. Mettre un peu de mémoire vivante dans ces ateliers et dans ce numérique, justement. Mais rappelez aussi que le numérique, c'est pas virtuel. Le virtuel, c'est réel, en tous les cas. Oui, regarde. L'émotion, elle est bien réelle. De toute façon, moi, j'appelle plus les technologies de l'information et de la communication, j'appelle ça les technologies de la relation. Mais derrière, la relation, elle est aussi bien à distance, les fameux liens faibles, liens forts, etc., que là, regarde. Ils sont tous en train de discuter, ils se connaissent pas, ils se découvrent, c'est de l'altérité. C'est ça, le vrai monde. On le voit bien avec ce joli plan au-dessus. Je salue du coup Clément de la bande 180 qui est juste au-dessus. Parce que c'est donc une église, une cathédrale, une chapelle. C'est plus qu'une chapelle quand même. C'est très haut. Et du coup, c'est une nef. C'est un endroit. Une nef un peu comme un bateau d'ailleurs. On est tous à bord de quelque chose, d'une expérience ce soir. Thierry, tiens, merci. Juste un point. Là, on est dans la nef. Mais il faut vraiment savoir que ici, il y a plus de 100 familles qui sont en hébergement d'urgence, qui vivent des catastrophes de 37 nationalités différentes et que, quelque part, ils n'ont pas osé venir, tu vois. Et là, on a encore un souci. Parce que, finalement, ils sont aussi partie prenante de toute cette histoire. Et moi, j'aurais aimé ce soir qu'ils osent. Mais là, il y a encore quelque chose à dépasser dans la capacité à venir s'exprimer, à venir parler, etc. Ils sont aussi les premiers concernés, tu vois. Tu veux dire que la route est encore longue, mais finalement, on est sur le bon... De toute façon, il faut pas regarder le bon chemin, il faut regarder le chemin. Hein, donc, voilà, on essaie d'avancer petit à petit, voilà. Et alors sur le chemin, on va converser et j'ai envie que tu nous parles très rapidement du Festival des Conversations. Là, tu vas dévoiler un scoop, puisqu'on en avait parlé à personne avant. Le Festival des Conversations. Alors, c'est très bien ce Digital Society Forum, c'est une sorte de labo ouvert qui permet d'échanger sur toutes ces problématiques-là. Mais comme on le disait tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir des jeunes et des jeunes adultes qui aujourd'hui ont les moyens de se prendre en main. On parlait tout à l'heure de l'économie salariale qui est en train de s'effondrer. La conversation a changé de nature, mais derrière la conversation, il y a aussi tous les potentiels d'action. Prendre sa vie en main, hein, se réaliser. Moi, l'entrepreneuriat, je pense pas ça comme une boîte du CAC 40, même si j'en fais partie. Je vois ça comme les nouveaux artisans. Même la revanche du pot de fer contre le pot de terre. Et donc, amener tout un tas de jeunes à venir découvrir tout ça, travailler avec nous, réfléchir avec nous, voire peut-être faire une constituante à terme, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que le mieux placé pour en parler, c'est pas moi. C'est celui qui, avec Alexandre Jardin, a inventé à la fois Bleu Blanc Zèvre et derrière le Festival des Conversations. Et je pense que c'est à lui qu'il faut en parler. Alors du coup, merci beaucoup Thierry. Et on va parler à Guillaume Villemot qui donc a cofondé, a co-lancé ce Festival des Conversations. Merci Thierry. Guillaume qui est juste derrière. Il y a pas de mystère. Hein. Juste avant, parce que comme ça c'est bonne franquette, etc. Je voulais quand même saluer Bordeaux. Je suis très content qu'on fasse ça à la ruche.
C'est un vrai plaisir. Je vous vois pas, hein. Moi je me vois, alors c'est terrible. Mais honnêtement, ils sont là. Salut Bordeaux, je suis super content. Nous on est les Jacobins, vous êtes les Girondins. On va faire le tiers état. Allez, tous ensemble conversons. Merci Thierry.